Renaturer les sols de la métropole nantaise. Les sols nous rendent de nombreux services écosystémiques. Infiltration des eaux de pluie, stockage du carbone, habitat pour diverses espèces et bien plus encore. Cependant, l'artificialisation des sols détruit bon nombre de ces services. Pour restaurer ces fonctions essentielles, l'objectif ZAN introduit le concept de renaturation, qui consiste à transformer un sol artificialisé en un sol naturel. Mais que signifie concrètement renaturer un sol? À partir de quel moment un sol peut-il vraiment être considéré comme renaturé? Pour en savoir plus sur ce concept, je rencontre aujourd'hui Enora Vacher, paysagiste à l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Dans cet épisode, Enora nous explique comment Laurent accompagne les collectivités à intégrer les enjeux de renaturation. L'occasion pour nous de définir ce concept et de détailler la méthodologie mise en œuvre. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Enora Vacher, bonjour. Bonjour. Enora, vous êtes paysagiste à l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Et il y a quelques mois, donc Laurent, l'agence d'urbanisme de la région nantaise, a lancé une étude sur la renaturation. Peut-être avant de nous expliquer en quoi consiste cette étude, est-ce que déjà peut-être pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est la renaturation, qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors, la définition de la renaturation, aujourd'hui, elle est, assez large. Enfin, on peut y mettre, plusieurs choses derrière. À la base, on est quand même sur, un concept d'amélioration des qualités, écologiques, hydrologiques, d'un site. Donc, on a, une définition en lien avec, justement des notions liées à l'écologie. Et dans le cadre de l'ANI, on avait plutôt une entrée liée avec le ZAN, donc zéro artificialisation nette. Et donc on est sur une définition un peu différente qui est plus, sur une comptabilité, de la renaturation par rapport, à la notion d'artificialisation des sols et donc de passage de sols, artificialisés à non artificialisés. OK, donc oui, parce que c'est important de préciser, vous avez, commencé, cette étude, vous avez décidé de faire cette étude dans le cadre d'un AMI, c'est ça? Oui, l'appel à manifestation d'intérêt, il a été lancé en septembre 2022. On était sur un groupement avec 2 intercommunalités, la communauté de communes Sèvres-et-Loire, et le Pays de Blain. On avait aussi différents partenaires, il y avait le département, l'EPF, établissement public foncier, le CEREMA notamment. Et donc on était, sur, un groupement, méthodologique, pour pousser les réflexions sur justement comment engager concrètement le ZAN sur les territoires avec l'agence, qui était en pilotage sur le volet, réflexion autour de la renaturation. OK. Et donc c'est dans ce contexte que vous décidez de lancer l'étude, donc avec le groupement et est-ce que, concrètement, c'était quoi, l'objectif, de pourquoi avoir décidé de travailler sur la renaturation spécifiquement et À l'époque, le premier objectif, il était déjà autour de la définition du terme, OK. ne serait-ce que parce elle était assez plurielle et il fallait voir, qu'est-ce qu'on mettait, derrière, de redonner un peu, d'épaisseur, de clé de compréhension. Il y avait un enjeu de sensibilisation et de vulgarisation auprès, des élus et des techniciens. Il y avait un objectif, de mise en place de méthodologie sur la localisation
et la qualification des potentiels de renaturation. Concrètement, se rendre compte de quelles surfaces étaient concernées. Est-ce qu'il y en avait beaucoup, pas beaucoup sur le territoire? Où est-ce qu'elles se situaient? Est-ce qu'il y avait des typologies qu'on pouvait définir, des choses qui revenaient? Donc vraiment avoir cette visibilité-là. Il y avait une histoire de hiérarchisation pour pouvoir prioriser et cranter l'action une fois qu'on les a identifiés. Et le dernier axe, c'était vraiment le côté concrètement, comment on fait? Donc une fois qu'on a identifié des potentiels de renaturation, bah, comment est-ce qu'on travaille entre l'état initial et puis un état amélioré? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le met en place? Combien ça coûte? Qui on met autour de la table? Donc il y avait voilà, ces différentes phases dans le projet qui nous permettaient d'explorer à la fois la définition, la méthodologie de projet et la mise en action. OK, super. Peut-être avant de revenir, concrètement sur les différentes phases et les Mmh. méthodologies peut-être un peu plus approfondies, donc vous avez mentionné 2 territoires, qui étaient partenaires, enfin 2 intercommunalités, je crois. Oui. C'est quel type de territoire, en fait? On était sur, de l'urbain, plutôt des communes, rurales, un mixte, C'est des intercommunalités, qui se situent, en périphérie de la métropole nantaise et donc sur lequel on a, à la fois, des centres-bourgs, et des villes, assez dynamiques, une partie de territoires ruraux. Sur la CCSL, on a une partie de vignobles, sur le Pays de Blain, il y a des grandes forêts et mais qui sont tout de même dans une aire d'attractivité de la métropole, donc avec un certain, dynamisme, du point de vue, urbain. OK, donc il y avait une diversité de types de Oui, territoires du coup, ouais. ce qui était intéressant j'imagine aussi du point de vue de l'étude, d'avoir, diffé Oui, c'était assez complémentaire. En plus, on a une intercommunalité, Sud-Loire et une Nord-Loire, donc on avait aussi, rive droite, rive gauche. Mais c'était, assez enfin des territoires, plutôt variés. Du coup, vous, mentionnez donc les grandes étapes de ce projet, donc réponse à l'AMI. Il me semble que vous avez fait un travail de définition, c'est ça, de qu'est-ce que la renaturation et du coup, vous avez dû, j'imagine, définir les différents, types de sols, pour, enfin ou cartographier peut-être, ces différents espaces? Oui, en fait, le travail qu'on a fait au tout départ sur l'état des lieux, on est parti de la cartographie du couvert végétal, qui est une donnée qui a été, travaillée, par l'agence co-construite, il y a de ça quelques années, avec la métropole, qui est une donnée, aujourd'hui, qu'on a sous format, SIG, donc cartographique avec, une maille assez fine. Ça nous permet de voir, comme vue du dessus, en fait, l'emprise du couvert végétal au sol et ça, c'est plutôt, une force qu'on a sur le territoire et qu'on utilise beaucoup auprès de nos adhérents. Et on est parti de cette donnée-là en se disant, bah, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à identifier le contrepoint, c'est-à-dire les surfaces qui ne sont pas végétales, qui ne sont pas non plus du bâti ou du réseau hydrographique et qui sont donc en théorie des surfaces minéralisées. On avait déjà fait des expérimentations autour de cette méthodologie, notamment en accompagnement de la ville de Nantes, sur des stratégies de désimperméabilisation et de végétalisation, mais plutôt dans des cadres très urbains. OK. Voilà. Et donc on a travaillé à comment est-ce qu'on pouvait adapter cette méthodologie à l'échelle des 2 intercommunalités. Et ensuite, à partir de cette première identification des surfaces minérales théoriques, comme on était quand même sur des grands territoires, des grandes surfaces et qu'il fallait pouvoir aller, zoomer pour avoir une vérification de terrain, on a travaillé sur, la définition de zones à enjeu, de zones qui seraient prioritaires dans la OK. renaturation, pour pouvoir se dire, bah, ensuite au sein de ces zones qui seront identifiées comme prioritaires, on ira zoomer et on ira faire des vérifications de terrain avec les communes, sous forme d'atlas qu'elles ont pu relire, amender, et donc, on a fait ce travail-là, pour vraiment avoir une sorte, de caractérisation des typologies de sol, qui nous donnait un état de départ et nous permet ensuite de dire: «Bah, si on vient renaturer, c'est plutôt en priorité sur ces espaces-là qui vont avoir peu de Mmh. qualité, Ouais. aujourd'hui, écologique, Ouais. notamment». Donc en fait, si je comprends bien, pour essayer d'avoir la carte, initiale, vous avez fait un peu un travail de carte négative, en fait. Vous avez enlevé le couvert végétal, enlevé les bâtiments et du coup, ce qui restait, c'était, les espaces, Ouais, minéraux, enfin les sols minéralisés, c'est ça.
Alors après, ça paraît très simple, quand on le dit comme ça, mais il y avait toute une réflexion aussi, un peu sur le nettoyage, sur le fait d'avoir des surfaces qui soient continues Oui. ou, de réfléchir aussi, à la taille des surfaces minérales intéressantes pour venir, dans l'action. À partir de combien de mètres Mmh. carrés? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 1000 mètres carrés? Donc au début, on était parti sur identifier les tâches de plus de 1000 mètres carrés, par exemple. Puis après, on a eu, des réflexions, en se disant qu'on pouvait parfois, descendre aussi un petit peu, que c'était intéressant. Il y a vraiment cette idée des petits pas, en Mmh. fait, dans la renaturation quand on vient, voir concrètement. Mais ouais, c'était tout ce travail-là, vraiment de comment réussir à saisir des choses qui, en fait, aujourd'hui, ne sont pas forcément cadastrées. Oui, OK, carrément et du coup, sur, les espaces donc qui étaient minéraux, est-ce qu'il y a eu des typologies, on va dire, d'espaces, que vous avez réussi à définir? Enfin, j'imagine, je sais pas, des parkings, non utilisés, ce genre de choses, Mmh. Bah, assez vite, oui, il y a des typologies, d'espaces qui ressortent. Beaucoup de typologies qui ont été travaillées sur l'espace public. Ça, c'était un choix aussi dans le cadre du projet parce que, bah, c'était plus en lien avec la capacité d'action des Oui. intercommunalités. Donc on a, des typologies qui ressortent, énormément en lien avec le stationnement, donc des parkings, beaucoup aussi en lien avec la voirie, des épaisseurs de voirie, particulièrement, dans des tissus pavillonnaires qui vont être, assez larges par rapport aux usages ou alors des délaissés de voirie. Mmh. Parfois, on arrive à en identifier quelques-uns. On a aussi, toutes les typologies, liées à l'espace public, comme, des places, des squares, qui vont être encore, au final, assez, minéraux dans leur traitement, paysager. Et puis, il y a aussi tout le volet privé, donc avec, que ce soit à l'échelle des particuliers, donc des petites tâches là pour le coup, mais qui en fait à l'échelle de l'intercommunalité vont peser, pour beaucoup et on va avoir aussi, toutes les typologies dans les tissus, dans les zones commerciales ou industrielles qui, représentent, aussi, des tâches assez importantes. OK. OK, donc du coup, si je comprends bien, vous avez donc, défini les espaces, minéraux. Vous avez regardé un peu quel type d'espace c'était, est-ce que Mmh. c'était de la voirie et cetera? Et vous avez regardé leur taille aussi, parce que bon, beh, forcément, il y a une question d'échelle. Au bout d'un moment, on peut pas non plus, 1 m², c'est peut-être moins intéressant, pour une interco d'intervenir, comparé à 200 m² ou 1000 m². Mais du coup, comment vous concrètement, vous avez choisi donc parce qu'après il y a eu un travail de priorisation, c'est ça? Comment vous avez choisi, ben, on va, renaturaliser cet espace plutôt que cet espace? Est-ce que vous avez pris en compte le type d'usage qu'il y avait dessus? Enfin, quels ont été les critères? Sur les critères de priorisation, et cette analyse-là aussi, on l'a fait plutôt à échelle macro-territoriale. Donc après, on a croisé les 2 et ça nous a, permis de zoomer sur les sites. On a voulu, croiser à la fois des critères, écologiques, environnementaux et des critères sociaux et d'opportunité. Ça, c'est un peu une spécificité de ce projet. C'est un choix qui a été fait. Ce qu'on a défendu, en tout cas à l'agence, c'est aussi que ces critères-là, ils pouvaient évoluer selon les territoires avec l'idée d'avoir une base commune, mais que chaque territoire a ses spécificités et qu'il est important de les prendre en compte. Donc on avait des légères variations, par exemple, nous, entre les 2 intercommunalités. Donc sur les critères environnementaux, par exemple, on s'est dit, on va s'appuyer sur, des choses qui existent, les trames vertes et bleues et il est prioritaire de renaturer des sites qui pourraient être détériorés au sein des, corridors ou réservoirs de biodiversité. Ou encore, il est prioritaire de venir renaturer des sites qui se trouvent dans les ruptures de cette trame verte et bleue parce qu'ils pourraient représenter des futures continuités. Il est prioritaire de renaturer, au sein, des zones qui sont identifiées, soit, comme, des zones humides ou, qui sont identifiées comme zones d'inondation au PPRI. On a fait le lien avec la question des ruissellements, des îlots de chaleur sur lesquels on s'est appuyé. Il y avait un ensemble de critères comme ça, entre, je crois une dizaine et puis sur les critères, sociaux, on s'est dit, que demain il y avait quand même beaucoup d'enjeux qui venaient autour de cette idée de renaturation, notamment, un angle qui est celui de l'amélioration, du cadre de vie et donc là, le choix qui a été fait par l'intercommunalité, c'était de dire: «Bah, on veut aussi prioriser la renaturation dans des espaces qui vont être à proximité, par exemple, des équipements, publics qui vont, avoir, ramené un certain Mmh. flux». On a identifié, les équipements, liés aux publics sensibles, que ce soit les écoles, les EHPAD, les hôpitaux. On a identifié,
des liens avec, par exemple, des habitats, qui, n'auraient pas forcément de jardin de particuliers, donc on avait fait le lien aussi avec des habitats sociaux, des habitats de petite taille, donc ça a donné un résultat sur la priorisation qui était assez urbain, en fait, vu qu'on l'a lié, Oui. avec, les équipements publics. Heu, Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse, c'est une partie de la réponse. Il y a d'autres choses à faire, notamment sur, la renaturation d'espaces plutôt en zone naturelle ou agricole qui vont être, en mauvais état. Ça, c'est pas forcément, ce qu'on a traité dans cette étude, c'était dans nos conclusions. Il y a aussi d'autres choses à faire, mais en tout cas là, le fait de croiser avec des critères sociaux et des critères d'opportunité et par opportunité, on a fait le lien avec des projets qui allaient se lancer, OK. sur lesquels, par exemple, il y avait déjà des lignes, budgétaires qui étaient votées, un financement qui Mmh. était débloqué et on se disait: «Bah, c'est une super opportunité de venir, pousser le gradient au sein de ce projet, sachant qu'il va se réaliser». Donc tout ça, ça nous a permis de faire une première sélection et ensuite ça a été vraiment, une discussion avec les communes. Le projet, il a fonctionné sur la base du volontariat, OK. des communes Des qui communes. souhaitaient, Mmh. devenir, site pilote, on a appelé ça site pilote, pouvaient participer. Au début, on devait avoir 3 sites pilotes. Au final, on en a eu 6 parce qu'on a eu 6 communes, qui étaient intéressées. Et donc ensuite, ça a été une discussion avec eux, donc l'ensemble des sites qui ont été choisis étaient considérés comme prioritaires et identifiés comme surface minérale, au moins en partie. Parce qu'après, on a pris des sites, quand on a commencé à les sélectionner, on a redessiné avec les communes les périmètres de projet, Oui. en prenant en compte, voilà, en élargissant un peu pour que ça ait du sens avec les usages, avec, Donc ça l'insertion dans s'intègre la dans le ville, paysage, voilà, tout ça. Mais du coup, c'était vraiment, la discussion, avec les communes à partir de ces atlas qui, mettaient en avant les zones prioritaires et en fait, assez naturellement, on a eu une diversité de projets. OK. On a eu, des projets sur des grands espaces de stationnement, on a eu des projets de requalification de voiries, on a eu des projets sur, plutôt des venelles ou des rues piétonnes. Et on a eu un projet, dans un cœur de lotissement aussi. Donc en fait, OK. voilà, assez naturellement, on avait une diversité de cas d'usage, qui nous a permis de traiter, différents sujets. OK et donc le but, c'est de renaturer, donc de ramener de la nature, faire de la végétalisation, de d'écrouter les sols et cetera. Est-ce que du coup, vous avez aussi travaillé sur les usages qui seraient faits de ces espaces, enfin, parce que j'imagine c'est des espaces, verts, enfin, on va dire, écologiques, mais ils ont d'autres fonctions dans la ville aussi. Ouais. Vous avez pris ça aussi en compte, dans la réflexion? Oui, assez rapidement en fait, donc dans la méthodologie qu'on avait proposée, on voulait vraiment une co-construction autour de ces espaces, avec les élus et les techniciens. Donc pour avoir, aussi, vraiment les pieds ancrés dans la réalité de leur commune et venir, travailler ça avec eux et en fait assez rapidement, en arrivant à l'état du diagnostic, on se rend compte qu'il se passe déjà, plein de choses, l'espace, public, l'espace ouvert, c'est pas un espace vide, Oui. donc il y a plein de contraintes d'usage plus ou moins fortes, celles au stationnement, liées au stationnement sont assez fortes par exemple et tout ça, ça nécessitait, d'engager, des discussions. Ce qui était intéressant dans le projet, c'est qu'on a eu le temps de faire des ateliers, donc on a vu aussi, comment le les avis évoluer, entre la première fois où on s'est rencontrés et on avait des discours parfois sur: «Attention au nombre de places, ça Mmh. ne bougera pas» et puis en fait, on a vu qu'on pouvait faire différemment ou ce genre de choses. Donc c'était très important pour nous de se dire: «Bah, renaturation oui, mais pourquoi faire demain? À quoi, cet espace contribue, dans le fonctionnement, du bourg, dans le fonctionnement, du lotissement. Donc on a beaucoup travaillé cette notion, d'usage futur, de sensibilisation aussi autour de nouveaux usages possibles et puis, on a aussi beaucoup travaillé autour, d'une notion qu'on a appelée le gradient de renaturation, qui est cette idée, qu'on va partir d'un état, de base qui est plus ou moins, bon ou mauvais, on voit comme on veut. Plus ou moins dégradé, on va Voilà, sur dire. le côté écologique, des espaces, complètement en bitume, sans végétation, bah, on est au niveau le plus bas. Mais on est aussi venu intervenir sur des espaces où il y avait déjà, des massifs, mais seulement, soit, simplement une pelouse, qui était, pas en très bon état ou alors, des arbustes, très, très, avec une taille très sévère, Mmh. des arbres dans des toutes petites fosses qui n'avaient pas pu se développer. Donc on n'est pas toujours du point zéro, Oui, vous voilà. êtes pas forcément sur un énorme parking Non, c'était noir, pas toujours où la il y page a blanche. Mais par contre, ce qu'on a, travaillé à chaque fois dans chaque projet, c'était, bah, en fonction de l'ambition qu'on a, de la volonté, du budget disponible, de combien de points on peut monter, jusqu'où oui. on peut
aller. Et OK. parfois, et c'est ça, je pense, qui est intéressant et important avec la renaturation, c'est que certains projets, on va pouvoir pousser le gradient très loin parce qu'on aura peu de contraintes ou une belle opportunité ou beaucoup de budget, ça dépend. Et puis parfois, on ne pourra pas vraiment parce que c'est compliqué. Mais on va toujours au moins, par exemple, travailler l'infiltration des eaux pluviales en venant désimperméabiliser. Mmh. Bon, on peut pas tout à fait dire qu'on a renaturé si on Oui. fait que désimperméabiliser, mais on a quand même gagné des points sur ce fameux gradient et on a quand même travaillé à l'intégration de solutions fondées sur la nature qui vont venir améliorer la donne. Mmh. Donc ça, c'était quelque chose d'assez important pour nous. Et en travaillant dans cet état d'esprit, on s'est rendu compte qu'on arrivait à pousser plutôt plus haut sur le gradient que ce qu'on aurait cru auprès, auprès des communes. OK, je trouve ça super intéressant de travailler par gradient parce que donc on entend beaucoup parler de la renaturation avec le ZAN Mmh. puisque c'est un peu on va compenser, en faisant, en renaturant certains espaces. Et du coup, ça pose la question de à quel point on renature et surtout à quel point on estime qu'à un moment c'est renaturé. Est-ce que si juste j'ai permis l'infiltration de l'eau de pluie, c'est de la renaturation ou est-ce que je mets le curseur plus haut et Mmh. j'estime qu'il faut qu'il y ait, la forêt amazonienne, si on est complètement, utopique, on va Mmh. dire. Enfin, mais du coup, c'est intéressant cette notion de gradient parce qu'on voit que la fonction des sols, enfin les sols, c'est pas juste, soit ils sont bitumés, soit ils sont, c'est un champ. Il y a plein d'entre-deux en fait, Oui, plein de nuances. Et c'était une des complexités, hein, qu'on a eues tout au long du projet, ce lien, en fait, avec le ZAN, qui était notre porte d'entrée, ouais. par ailleurs. Mais, déjà pendant toute une partie du projet, il nous manquait un certain nombre, d'informations, de décrets qui n'étaient pas encore publiés et qui nous permettaient pas de répondre aux questions des communes, ce qui était assez frustrant sur, est-ce que ça sera comptabilisé ou non? À partir de quand c'est comptabilisé, tel ou tel espace? Donc ça, on n'avait pas forcément les réponses. Et puis, à la fin, du projet, des éléments qui ont été communiqués, notamment sur la taille, minimale, des sites pour pouvoir être pris en compte, en tant que Ouais. compensation, dans l'artificialisation qui font que, je crois qu'il y a un seul des 6 sites qu'on avait travaillé, qui pourrait, être comptabilisé. Il me semble que c'est 2 000 m² continus. OK, ah oui, c'est quand même une taille, importante. 2 500 m² continus d'un seul tenant, OK. pour pouvoir, être, repéré et comptabilisé. Et c'est vrai qu'en fait, et c'est une des conclusions de l'étude, un des constats, on est sur on est sur des petits pas, on est sur des petites Mmh. surfaces et c'est en fait l'éventail de solutions, l'ensemble de ces micro-interventions qui vont contribuer et qui vont peser un réel poids, hein. On Ouais. le voit, déjà sur des territoires, par exemple, à Nantes, hein, avec, le plan pleine terre qui petit à petit, 200 m² par 200 m² a quand même contribué à hauteur de plusieurs Ouais. hectares, plus qu'ils ne le pensaient. Donc les micro-interventions fonctionnent, mais ça demande d'être assez souple, d'être, sur plein de modes d'intervention et d'aller, sur des petites surfaces. Les 2 500 m² continus de renaturation, parce qu'on avait des sites qui faisaient plus de 2 500 m², mais en fait, on n'a pas renaturé, on n'est pas réintervenu, pas Mmh. venu faire des fosses de pleine terre, Ouais. sur les 2 500 m². Et donc cette notion-là, elle était pas facile parce qu'en fait, on a passé beaucoup de temps à dire, «Il faut sortir de la seule définition ZAN», Oui, mais qui évidemment. était, pour autant un levier très intéressant pour pouvoir, embarquer ces communes autour de ce sujet. Donc c'est là où C'était une bonne porte d'entrée, mais mmh, après on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas évident parce que 2 500, enfin, je pense à des communes, bon là on parle de communes qui sont proches de Nantes, mais je pense à des communes rurales ou quoi qui mmh, sont c'est peut-être pas forcément, ils ont pas forcément ce genre d'espace, c'est pas des seuils qui sont faciles à à atteindre. En tout atteindre, cas, quand on prend du recul sur les cartographies, c'est pas on n'en a pas tant d'époques oui. de 2 500 Ou même en fait m² des espaces, continus. hyper urbanisés, Mmh, je pense, à Nantes ou à Paris, enfin les grandes métropoles. Bah, trouver un foncier de 2 500 m² continu où qu'on peut potentiellement renaturer, ah, il y en a pas non plus, enfin rapidement on va être limité quoi. Il y en aura deux trois, mais bon au bout d'un moment on peut pas. ça dépend, oui, ça dépend beaucoup des contraintes d'usage. Peut-être que des grandes métropoles vont avoir plus de facilité à être très interventionnistes, notamment sur le stationnement. C'est plus facile aussi Mmh. on avait beaucoup ces réflexions-là, en disant: «Ah, vous venez de Nantes, vous voulez enlever la voiture ici, mais ici c'est pas pareil», et donc on a quand même, aussi des modes de vie à prendre en compte, Mmh. enfin et à accompagner, faut pas
J'aimais bien, l'idée de se dire, en fait, on cherche des compromis. C'est-à-dire que les ateliers, bah, au final, on co-construisait, mais c'était aussi un peu, allez, bah, on va, venir, mettre des choses il y a des choses qui sont en opposition. Il faut pas dire le contraire, hein. Il y a des objectifs qui viennent en opposition et bah, on cherche le compromis. On Mmh. cherche à voir, comment est-ce qu'on peut faire, au mieux pour l'ensemble des enjeux et c'est pas toujours, on revient au gradient, c'est pas toujours en mettant le curseur au même endroit et c'est ça qu'il faut venir travailler après projet par projet. Ouais. Et du coup, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Il y Mmh. a d'une part les ateliers de co-construction. C'était des ateliers donc, c'était, l'agence avec les élus et les techniciens ou il y avait également les citoyens, qui étaient pris en compte, Là, on n'a pas fait de co-construction avec les citoyens, c'était principalement un travail avec les élus et les techniciens. Il faut, voir aussi que le rendu, la finalité du projet, nous, c'était donc, de rendre des esquisses à l'échelle des sites avec des éléments, de programmation. Mais, pour autant, il y avait pas d'obligation à ce que le projet soit réalisé, OK. soit, que les travaux soient lancés. Pardon, on pourra d'ailleurs y revenir, on a eu, à la fin des difficultés à trouver des budgets Mmh. pour pouvoir, mettre en œuvre ces projets. En tout cas, sur le portage notamment, des dossiers de financement qui auraient pu accompagner, bah, en fait, il y a des communes qui, n'ont pas assez d'ingénierie Mmh. technique pour pouvoir porter, Ouais. ces financements-là, enfin, en tout cas, les demandes de dossiers notamment. Mais donc il y avait pas d'obligation et ça nous paraissait intéressant à ce stade-là de plutôt travailler avec les élus et les techniciens déjà, pour qu'eux aient cette Mmh. vision-là et ensuite de se dire que s'ils souhaitaient avoir, vraiment réalisé ce projet, comme de toute manière il fallait, voi quand même venir le retravailler un peu dans la précision avant de passer en phase travaux, il y aurait le temps, de mettre en place, des échanges avec les citoyens sur, bah, notamment oui des questions, sur les contraintes d'usage, Mmh. Oui. d'acceptabilité et de communication. Donc plutôt dans un second temps, Ouais, avant la phase travaux, de entre la phase oui. de programmation et Et particulièrement, sur certains projets. Par exemple, sur des projets de ruelles ou de venelles où on était sur des interventions plutôt douces qui mmh, étaient, aux abords, voilà, juste venir, on va dire planter un peu les abords de la venelle pour qu'elle soit plus agréable. On a moins d'enjeux que sur des projets de lotissement, par exemple, de cœur de lotissement où là, on préconisait même, de prendre un temps long de mmh, co-construction pour vérifier que les riverains étaient d'accord et même, voir comment ils souhaitaient s'engager dans ce projet, avec, possibilité de faire des choses, assez collectives dans les plantations, et voilà. Donc selon les typologies de sites aussi, on ne demande pas forcément la même implication oui, et du coup, le même «avis» entre ouais, guillemets, des mmh, citoyens. mmh. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est du coup, vous avez évoqué une, pluralité de solutions. Donc vu qu'il y a plein d'espaces différents, on met pas forcément en place la même, solution, Mmh. pas forcément le même gradient. Du coup, j'imagine que pour, les équipes de techniciens et d'élus, ça demande quand même une ingénierie qui est assez, importante. C'est dans le sens, si, ils aimeraient le remettre en place, mais sans l'agence, enfin sans Mmh. l'agence d'urbanisme, ça leur demanderait, quand même, beaucoup d'ingénierie, non? Enfin une bonne Hem, connaissance en tout cas des différentes solutions. oui, oui. Après, ça je peux pas dire le contraire. Ça Ouais. demande de l'ingénierie, c'est sûr, ça demande aussi du temps. Je pense que là où l'agence ou en tout cas, a un rôle à jouer, c'est de faire le lien entre les différents services. Ouais. Donc on a cette possibilité de prendre du recul et d'avoir un peu la vision transversale, d'aller à la fois voir les services espaces verts, le service voirie, de faire le lien avec les élus et en fait de, venir mettre, en résonance l'ensemble de ces enjeux. Après, sur, en tout cas, ce que je vois, des solutions de renaturation, je pense aussi, que la sensibilisation, elle passe par le fait de voir qu'il y a des choses qui sont peu, compliquées à mettre en œuvre, qui sont peu coûteuses, en tout cas en termes, techniques. Après, par exemple, d'arrêter de tondre une pelouse, et de laisser, des plantes spontanées se développer ou, d'arrêter, la taille pour avoir, plus de volume, c'est pas très compliqué, quand on le dit, mais ça vient toucher au changement de métier, au changement de mode de faire. Ça, c'est quelque chose qui s'accompagne parce que sinon, mais il y a quand même un ensemble de solutions vis-à-vis de la renaturation qui pourraient être simples à mettre en œuvre,
pour un peu qu'elle soit accompagnée, sur, les changements de métier Ouais. que ça peut induire et c'est là où c'est aussi pas forcément très coûteux Mmh. de venir intervenir. On peut faire des choses assez sobres, en fait, on peut réutiliser des matériaux, on voit même des projets où, en fait, on casse le béton, on le laisse sur place et on attend que ça pousse. La nature, elle aime pas le vide, elle reviendra. Mais par contre, bah, il y a plein de gens qui vont se dire: «Ah, c'est sale, ils ont pas fait le travail» et donc ça peut pas juste être, Mmh. fait comme ça. Il faut que ce soit, accompagné, expliqué et autant pour les gens, des services, techniques espaces verts, par exemple, qui, voilà, ont une manière de travailler depuis parfois des années. Si on leur dit d'arrêter de tondre, d'arrêter de tailler, ben, il faut aussi réexpliquer un peu pourquoi le métier, il évolue. Oui, donc c'est vraiment pas tant une technique nouvelle ou un savoir qui est nouveau que d'un accompagnement au changement, Mmh. ce dont ont besoin les équipes, c'est plutôt d'un accompagnement au changement Bah, et je les pense que citoyens ça aussi. peut être une première étape et après forcément des fois des gros projets, vont être coûteux, la gestion, des eaux pluviales, c'est compliqué parce qu'il y a des notions d'hydraulique donc c'est un peu des 2. Mais, je pense qu'il faut pas se cacher derrière la complexité. OK. On peut commencer par des petites choses simples. On peut tous commencer. Mmh. Peut-être qu'on pourrait, parler du financement parce que du coup, vous l'avez dit, il y a certains projets qui n'ont pas été au bout, enfin, Mmh. qui avaient le droit et notamment à cause du financement, c'est ça qui était compliqué? Bah, oui, oui, enfin, c'est un aspect qui pose, je pense beaucoup de questions aujourd'hui. Vis-à-vis en fait de la valorisation économique, des services environnementaux. OK. Comment est-ce qu'on arrive à redonner une valeur à ces éléments-là pour pas, seulement qu'ils soient perçus comme un coût supplémentaire dans le projet, ce qui peut encore être le cas. C'est pour ça qu'on insistait sur, la question de l'opportunité. Par exemple, quand on a travaillé sur, des places, sur lesquelles de toute manière il fallait refaire l'enrobé, en fait d'arriver à ce moment-là en disant: «Bah, on va pas refaire tout l'enrobé, on va refaire la moitié, puis l'autre moitié on va la travailler différemment». Quand il y a un budget qui était déjà fléché, c'est plutôt plus facile. Oui. Par contre, d'arriver sur une place en disant: «On va tout refaire» et puis c'était pas prévu, on sait pas forcément, dans quel budget, le mettre. Aujourd'hui, il y a des financements, des accompagnements qui peuvent être faits, notamment de l'Agence de l'eau, il y a le fonds vert, national. Bon, ça bouge beaucoup, souvent, ça demande de suivre, hein, même pour nous qui essayons de faire de la veille, voilà, on n'a pas toujours, tous les éléments en tête et du coup, si on transpose ça à l'échelle des communes, en fait, c'est compliqué d'avoir, la visibilité. Il faut faire des demandes, avec, des dossiers qui sont pas tous les mêmes, ils sont pas assurés d'avoir les financements et donc pour beaucoup de communes, bah, en fait, les projets, sont un peu soumis à cette obtention de financement et bah, il suffit, là, par exemple, de rater le coche, sur une année et ils se disent: «Bah, on réessaiera l'année prochaine» et le projet, il se fait pas forcément. Ouais. On sent quand même que c'est des choses qui sont de plus en plus prégnantes dans les discussions, enfin, dans le monde de l'aménagement, il y a des choses qui se montent, sur la valorisation des services environnementaux. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à construire pour pouvoir, les accompagner, mieux. Ouais. Surtout sur, j'imagine en plus le montage de dossiers et cetera, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, Mmh. et probablement aussi des compétences, un certain nombre de compétences. Donc Mmh. pour des petites communes qui ont pas forcément, beaucoup de personnel, ça demande, comme vous dites, une veille, de pas louper le coche, Ouais. enfin c'est quand même, des contraintes, ça rajoute de la contrainte, Ça rajoute une contrainte. Du coup, il y a des pistes un peu sur une forme de solidarité, territoriale, hein. Ça pourrait se jouer à l'échelle des intercommunalités. Bon là, ça s'est pas fait, mais ça aurait très bien pu, s'organiser. Par exemple, une intercommunalité, qui prend la main, qui met à disposition quelqu'un, qui centralise les dépôts de dossiers. Ça, c'est des choses qui pourraient peut-être, venir, aider un peu les communes. Donc voilà, après, dans ce cadre-là, on ça a pas forcément, abouti sur ce type de proposition. Et à part ce frein financier qu'ont rencontré les communes, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles auxquels il a fallu faire face, que vous aviez peut-être pas forcément anticipés ou même que vous aviez vu venir et où vraiment ça a été un peu compliqué, de surmonter? Sur les obstacles, je pense que le 1er obstacle, ça a été celui-ci là, le financement et puis qui est arrivé un peu en bout. Mmh. Alors, il y a une forme de déception, forcément. Oui, parce qu'on a fait tout le travail, Oui, c'est avant, ça.
Après, moi, j'ai quand même un retour assez positif autour de ce projet, justement sur la mobilisation des communes, leur compréhension de ces enjeux-là et ce que je disais tout à l'heure, cette idée qu'on a réussi plutôt à aller plus loin dans les discussions. Donc enfin, je pense que c'est quand même un retour assez positif. Après, il y a un beau défi, je trouve, autour, de la question de l'évolution, des usages et des contraintes d'usage. Comment est-ce qu'on accompagne, les changements de pratiques pour que demain, on laisse plus de place justement, à la renaturation en termes, qu'on laisse l'arbre, prendre sa place ou la végétation de manière générale, qu'on laisse l'eau s'infiltrer. Enfin ça s'accompagne et donc forcément ça prend du temps. Parce qu'en fait, la sensibilisation, ça prend du temps. Il faut aller voir les gens, expliquer, réexpliquer parfois. Donc ça, c'est aussi des choses, qui sont très intéressantes à faire, mais parfois dans les temporalités de projet, on veut aller vite, donc c'est peut-être un et puis, oui, le lien avec Lausanne qui est pas facile aussi, je pense, pour les communes, à comprendre, à poser. Mais là aussi, je trouve que en expliquant, en prenant le temps, on s'en est bien sortis sur le projet, et Après ce qui est compliqué aussi avec Lausanne, c'est le flou qu'il y a un peu autour, ouais. comme vous disiez, il y a des décrets qui étaient pas forcément sortis quand Mmh. vous faisiez puis là, bon, l'assemblée, enfin les assemblées ont l'air de vouloir, remanier aussi le texte de loi, donc on ne sait pas trop, Ouais. ce qui nous attend, on verra. Mmh. Mais c'est sûr que ça rajoute de la difficulté, à ce genre de projet, j'imagine. Il y a une question qu'on aime bien poser, qui est: si vous pouviez refaire ce projet, est-ce que vous changeriez quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? C'est une bonne question. Hem, je pense qu'il y a 2 éléments, qui seraient intéressants. Le premier, ce serait peut-être de sécuriser cette question du financement dès le départ, OK. en allant, en étant plus interventionniste sur le fait de, voilà, avoir, des enveloppes validées ou en tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que les dépôts de dossiers, il faut des projets assez précis, mais en tout cas, voilà, d'être, peut-être on pourrait être plus proactif sur ce sujet-là, en tout cas dans l'accompagnement qu'on fait aux communes. Après, c'était aussi la manière dont le projet s'est déroulé, question de positionnement des uns et des autres. Et puis, le deuxième volet, je pense que ça aurait été intéressant d'aller quand même sur des sites, au moins un site qui soit hors zone urbaine et sur des questions plus, justement de sites naturels ou agricoles, en mauvais état et du coup de réfléchir aussi, à comment, travailler, quel type d'acteurs on met autour de la boucle, voilà. Même Mmh. si, il y a déjà des choses qui existent, c'était aussi un peu pour ça, hein, qu'on n'avait pas forcément été sur ce sujet-là, sur de la restauration écologique. Il y a d'autres acteurs qui sont en place, mais ça aurait pu être intéressant d'avoir un dialogue, peut-être sur ces sites-là. Donc du coup, si j'ai bien compris, il y a donc cette étude, elle est plutôt sur la fin, donc il y a eu 6 projets, pilotes, qui ont donc sur lesquels on a proposé un projet de renaturation, qui ont plus ou moins abouti selon les financements. Est-ce qu'il y a une suite à cette étude? Est-ce que vous allez essayer de la diffuser, sur le territoire, d'accompagner d'autres territoires peut-être, Donc sur la suite, de l'étude, le projet il a été, clôturé. Donc l'idée c'est, on accompagnera plus forcément, ces 2 intercommunalités-là. Mais, à l'agence, quand on travaille pour nos adhérents, ça nous permet de capitaliser pour l'ensemble des adhérents. Donc il y a un premier enjeu qui est de valorisation de l'étude. Là, on va bientôt, publier un carnet qui est un de nos formats de publication qui permet un peu de faire le point, le bilan, les conclusions, un peu ce qu'on s'est, raconté aujourd'hui. Donc ça, c'est à destination, de nos adhérents et pas que, des gens qui veulent avoir un retour sur cette étude. Nous, bien sûr, on va, continuer à partager, sur cette expérimentation, hein, qui était, une expérimentation et puis ce qu'on voit en conclusion, c'est quand même que la renaturation, ça devient et ça doit devenir un nouvel entrant dans le projet aujourd'hui, donc au même titre que d'autres, enjeux, de l'aménagement et qui a besoin de stratégie, pour pouvoir, justement planifier, localiser ces enjeux de végétalisation et là-dessus, à l'agence, on a à cœur d'accompagner, d'autres territoires et donc on a des projets qui vont se lancer
qui seront pas exactement, les mêmes en termes de méthodologie, mais on est quand même sur un fil rouge. On continue à accompagner, les communes, notamment sur, la déclinaison de la charte métropolitaine des arbres, donc à l'échelle là des communes plutôt, métropolitaines avec, des accompagnements qui sont proposés justement pour pouvoir, localiser ces enjeux. Mais on réfléchit aussi sur l'amélioration des qualités environnementales, notamment suite à un travail qui a été fait, sur le pôle métropolitain Saint-Nazaire, Nantes, pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et le Pays de Ré, au Sud-Loire. Donc on a accompagné, sur des SCOT et donc avec cette question de l'amélioration des qualités environnementales. Donc là aussi, en fait, on a des réflexions qui se croisent et qui s'appuient en partie sur, les conclusions de cette étude. Oui. En fait, la renaturation ne sera pas forcément au cœur, mais ça appartiendra aux futurs projets, Oui, bah, on se pose encore la question de comment accompagner, les collectivités à différentes échelles, sur la planification, de stratégies de renaturation et donc c'est un sujet, qu'on retrouve, assez, fréquemment, dans nos études encore, dans les années à venir. OK, bon, OK. Tant mieux parce que je pense qu'on en a besoin. Oui. Donc c'est chouette que vous continuez cet accompagnement. Avant de terminer, à Dixit, nous aimons bien conclure sur une petite recommandation lecture. Je crois que vous en avez préparé une. Bah, récemment, moi, j'ai lu Champ de bataille, donc qui est, une, bande dessinée, un roman graphique, je crois qu'on dit, écrit par Inès Léraud et Pierre Van Hove, donc qui est paru en 2024. Inès Léraud, elle est journaliste et c'est sur l'histoire, du remembrement en France. C'est assez remarquablement documenté, je trouve et donc je le conseille. Eh ben, merci beaucoup pour, cette recommandation de lecture qu'on mettra, dans les notes de notre podcast. Et Nora, merci beaucoup pour, cet échange. Merci à vous.